Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre podcast de foot 100% indépendant, 100% insolent, mais jamais méprisant. Et aujourd'hui, les amis, on va parler de l'AS Monaco et plus particulièrement de leur performance en Coupe d'Europe depuis 4-5 ans. Et surtout cette année, on va regarder si Monaco est armé pour passer enfin une étape supplémentaire sur laquelle il bute depuis plusieurs années. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de partager la chaîne à tes amis. Je t'en remercie, mon gars. En effet, si tu suis la Ligue 1 et la Ligue des Champions depuis un petit moment, il y a un petit refrain qui vient du côté de Monaco. On dit souvent que c'est un club plaisant, c'est un beau cadre, il fait bon, il y a des gros salaires, il y a le soleil. C'est un endroit idyllique, mais au final, il y a assez peu de pression populaire et les joueurs sont tranquilles. C'est un cadre particulier et que ces dernières années, malgré des bons effectifs, souvent, j'ai l'impression qu'il manque toujours un petit quelque chose à Monaco. Au niveau de la combativité, au niveau de l'agressivité, au niveau de la grinta, pour aller chercher cette perf supplémentaire et cet engouement en Europe. Je vais principalement parler de la Ligue des Champions dans cette vidéo. Parce que généralement, en Ligue 1, ils terminent assez fort. Ils mettent un petit coup de collier à la fin et ils arrivent à passer dans les 3 premiers pour se qualifier en Ligue des Champions. Donc on va se demander si cette année, Monaco va enfin passer un cap en Europe. Et aussi, on va regarder quels sont les problèmes récurrents de l'AS Monaco. C'est pour ça que je dis souvent que l'effectif est bon. Il y a eu pas mal de changements d'entraîneurs ces dernières années. On va se demander simplement quelles sont les ambitions de Monaco en Ligue des Champions avec le nouvel entraîneur Pocognoli. On va également parler de la défense et des problèmes qu'a cette équipe, des problèmes récurrents qui fait que cette équipe semble coincée un peu dans une spirale infernale, même en Ligue des Champions, avec des problèmes récurrents. C'est parti les amis, let's go. N'oublie pas de t'abonner mon gars et de liker et de partager le podcast à tes amis. Alors avant de s'attaquer à la principale problématique de l'ASM, je vous propose un bref récapitulatif des 4-5 dernières saisons en Coupe d'Europe. Et on va voir qu'au final Monaco est dans une sorte de spirale de la loose. Monaco ne passe jamais le cut, ne passe jamais la petite marche supplémentaire qui permet de créer un engouement, qui permet de faire rêver les supporters et même toute la France comme ils l'ont déjà fait. Je pense à l'équipe de 2017. La saison dernière, réforme de la Ligue des Champions, Monaco est dans les 24 premiers, boum, premier match sérieux, premier match à élimination directe, tu perds en cumulé 4-3 contre le Benfica. Bon, c'est pas ridicule sur un score cumulé, c'est pas honteux. Mais on va dire que le Benfica, c'était une équipe quand même prenable. La saison précédente, 23-24, ils ne sont pas qualifiés, ils finissent 6e. Saison précédente, 2022-2023, 3e tour de qualification en Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven, ils perdent 4-3 en cumulé. Ils perdent à la prolongation. Match qui a traumatisé beaucoup de supporters où ils se voyaient déjà qualifiés. Donc reversé en Coupe UEFA où ils perdent contre Leverkusen en 16e. Encore saison d'avant, 2021-2022, Monaco a encore joué un barrage de Ligue des Champions contre le Shakhtar Donetsk où ils ont perdu encore en cumulé 3-2. Vous voyez, à chaque fois ils perdent d'un but. En plus, le Shakhtar, c'était déjà plus le grand Shakhtar d'une dizaine d'années. Et ils ont été reversés en Coupe UEFA, ils ont perdu contre Braga. Donc vous voyez qu'à chaque fois, Monaco se fait éliminer par des équipes ukrainiennes, des équipes hollandaises, des équipes portugaises. Donc c'est des clubs qui sont prenables, c'est des clubs qui logiquement Monaco aurait dû battre ces clubs. Je veux dire, il y a pas, c'est pas des gros, c'est pas des mastodontes européens avec tout le respect que j'ai pour eux, bien sûr, pour le PSV et Benfica et Braga et Shakhtar, bien évidemment. Donc Monaco n'y arrive pas. On a tendance à voir Monaco trop beau en France et tous les ans c'est pareil, on se dit Monaco ils ont une belle équipe. Ils ont des beaux joueurs. Et puis ça a tendance à m'agacer, moi, parce qu'au final, Monaco ne passe jamais le cut. Donc un petit point sur la situation actuelle avec le nouvel entraîneur Pocognoli qui nous vient de Belgique, un jeune entraîneur. J'ai pas envie de le juger maintenant parce que ça doit faire 7-8 matchs qu'il est là et il faut lui laisser du temps, bien évidemment. N'oubliez pas qu'on n'est pas sur le podcast ici, chez le Contre-Pied, on n'est pas sur la culture de l'instant. On juge à moyen long terme, mais je pense que Monaco, le problème, ça n'est pas l'entraîneur. C'est un problème plus profond que ça. Donc Pocognoli, si on fait un bilan comptable après 7-8 matchs, là, c'est pas terrible. Beaucoup de buts pris, beaucoup de défaites. Le nul à pas fausse, honnêtement, tu menais, c'est inadmissible. On a toujours une équipe irrégulière qui est capable de faire un très bon match contre le Paris Saint-Germain, puis qui est capable de perdre contre Brest. On a l'impression que cette équipe ne va pas au bout
Dès qu'il y a un petit caillou dans la chaussure, on n'arrive pas à se surpasser. On a l'impression que les joueurs choisissent un peu leur match. C'est bizarre, c'est cette impression que j'ai avec Monaco. Monaco prend énormément de buts. Donc je vous disais, c'est pas les. Pour moi, on a vu des Clément, on a vu des Kovacs, on a vu des Hutter. Personne n'a trouvé la formule magique dans ce contexte monégasque qui est particulier. À part Jardim peut-être, mais bon, il faut remonter en 2017, c'est déjà il y a presque 10 ans. Bah tiens, d'ailleurs, on fera une comparaison entre les deux effectifs, si vous voulez, dans la deuxième ou la troisième partie. Donc, si tu suis le football depuis quelques années, tu vas vite te rendre compte que cette équipe, il lui manque quelque chose, quoi. Cette équipe qui fait un parcours plutôt correct cette année en Ligue des Champions. Bon, moi, le nul à Paphos où tu menais, il n'est pas passé, honnêtement. Le match piège à Bodo sur synthétique, ça a été plutôt géré. Contre Tottenham, tu fais un bon match, tu dois même gagner. Contre City, tu fais un nul un peu chanceux. Là, le problème de Monaco, je pense que c'est le calendrier. Tu vas jouer la qualif, je pense, le match suivant contre Galatasaray, une équipe qui tombe plutôt très bien, qui a recruté avec Osimhen et Sané, qui est une équipe ambitieuse. Ensuite, le Real, bon, c'est pas le Real le plus fort de l'histoire. Et ensuite, tu vas je crois que c'est la Juve. Je sais pas s'ils vont à Turin ou s'ils reçoivent, mais bon, les équipes italiennes, c'est pareil, c'est pas la grande Juve, mais c'est jamais facile. Donc, Monaco est sur une phase de Ligue des Champions plutôt correcte. Il va falloir vraiment faire attention au match contre Galatasaray. Galatasaray est ambitieux, cette année, il tourne plutôt bien. Et là, je suis en train de me demander si Monaco n'est pas déjà éliminé en Ligue des Champions. Ça, l'avenir nous le dira. Il faut battre absolument Galatasaray. Comme ça, tu as 9 points et tu espères faire un nul sur un des deux à la fin contre la Juve ou le Real pour terminer avec 10, peut-être 11 points. Si tu fais un nul, peut-être que le Real sera déjà qualifié, donc peut-être ils vont envoyer l'équipe B. Tu peux être encore dans les 24, mais oui, je pense qu'il faut battre Galatasaray là. Donc tu as encore un espoir de te qualifier. Monaco a son destin entre les mains, mais il faut qu'il vise au moins 10-11 points quoi, pour être large. Voilà, mais le début là. Attention, à Monaco, faut être concentré en Ligue des Champions, faut pas perdre des matchs comme ça, là, se faire concéder une égalisation à la fin. Ça, c'est quelque chose qui arrivait souvent à Monaco, mené au score et n'arrive pas à garder un résultat. C'est très, très, très énervant. Je te remercie si tu es toujours là et n'oublie pas de t'abonner. Je te remercie, partage la chaîne à tes amis. Alors, le principal souci qu'il y a à Monaco cette année, même depuis 3-4 ans, c'est toujours un peu la même chose. Monaco, on a un profil de beaux joueurs, de beaux manières de ballon, de joueurs techniques, de joueurs plaisants, des Minamino, des Golovin, des Akliouche. Et Zakaria encore, ils ont beaucoup de blessés aussi. Les blessés, les pauvres, ils ont pas mal de blessés cette année à Monaco. Mais vous voyez le genre de joueurs, on dit toujours c'est des beaux joueurs, mais ça manque un peu de combativité, ça manque un peu de joueurs qui vont au mastic, comme ils avaient avant. Rappelez-vous, Zikos et Bernardi. Sans aller jusque-là, on va faire un petit comparatif après avec l'équipe de 2017. Monaco, c'est une équipe qui peut te faire un bon quart d'heure, mener 1-0. Et puis bon, voilà, on s'arrête parce que c'est suffisant. On s'en fout, quoi. Voilà. Moi, si j'étais supporter de Monaco, je vous dis, ça me rendrait fou. Et le nul, je boucle peut-être là-dessus, mais le nul à Paphos, pour moi, il passe pas, quoi. Monaco, c'est un des clubs qui paye le mieux les joueurs en Ligue 1 hors Paris Saint-Germain. Il y a un cadre exceptionnel, il y a des avantages fiscaux, il y a un super beau climat, c'est magnifique. Il y a un beau stade, il n'y a pas énormément de pression. Bon, certes, ils ont des blessés cette année. C'est vrai qu'ils n'ont pas souvent pu mettre leur équipe type. Mais tu dois faire mieux, tu dois aller au combat. Je pense qu'il faudrait un entraîneur parfois, peut-être, comment dire. Je ne vais pas employer le mot sévère parce que c'est un mot qui veut tout dire et rien dire, mais il faudrait un entraîneur avec du charisme qui soit un tant soit peu autoritaire. Un mec avec qui tu sais, avec lui tu bronches pas. Un mec comme Tudor, Gasperini, Luis Enrique, qui n'a pas peur de couper des têtes, qui n'a pas peur de, voilà, vous voyez, de couper des têtes. Quand je dis autoritaire, ça ne veut pas dire un dictateur, attention, mais un mec qui sanctionne au niveau de la régularité et qui impose sa vision, qui fait comprendre aux joueurs qu'ils ne sont pas plus grands que le club. D'ailleurs, sur la présidence de Monaco, je me rappelle, il y a quelques jours à RMC, il y avait Manu Petit qui disait qu'à son époque, quand l'équipe jouait mal, perdait, enchaînait les mauvais résultats, il y avait Campora, le président de l'époque, qui descendait. Et c'était rare, mais quand il descendait, les murs tremblaient. Donc, faut qu'il y ait aussi une continuité dans le club avec l'entraîneur et le président.
On va parler un peu de Thiago Scuro aussi, qui se plaint de l'arbitrage, mais le mercato que tu as géré, attention, les joueurs que tu nous as fait venir, Thiago, c'est pas Radeki, il est semi-retraité. Eric Dyer, je pense que je cours plus vite que lui. Bon, d'ailleurs, Eric Dyer, on sait, il signe au Bayern parce que c'est le pote de Harry Kane. Hein. Déjà, faut être. Je pense qu'ils ont le même agent, j'ai pas regardé, mais on sait pourquoi il va au Bayern. Hein. C'est le pote de Kane. Donc, d'ailleurs, Radetki, Pogba. Bon, Pogba, on va pas le juger. Encore une fois, j'ai fait une vidéo sur lui, je vais mettre le lien. Il va revenir tout doucement. Mais voilà, oui, c'est un mercato qui est pas exceptionnel, hein, qui est même peut-être moins bon que les années précédentes. Mais ce style effectif reste quand même top 3, 4 Ligue 1 sans problème, quoi. Donc voilà, cette irrégularité, ce manque de combativité, il est représenté par moi typique par un joueur, c'est Golovin. Alors, j'ai rien contre Golovin, je trouve même que c'est un beau joueur. C'est pas le seul, attention, mais je trouve que c'est vraiment le parfait exemple de ce qui va pas, de ce que je suis en train de raconter depuis 10 minutes. Alors Golovin, déjà, il a joué 9 matchs cette saison, 2 buts, donc la moitié de la saison, t'es pas là. On dirait qu'il est dans les capsules de repos dans Dragon Ball Z, là, vous voyez, dans l'eau, là. Donc il va sortir à l'été, au printemps, il va faire 2-3 passes D et mettre un but comme à chaque fois, hein. Il fait ça tous les ans. Et puis là, dans une interview, il se permet d'expliquer qu'ils ont perdu à Brest parce que le terrain est petit, qu'il y avait du vent. Mais t'es sérieux, t'es pas bon, assume en fait. Tu gagnes 4 millions d'euros par an, assume. Moi, quand je suis pas bon à mon taf, j'assume, je dis que je suis pas bon, c'est moi qui ai merdé, je cherche pas des excuses bidonnes. Donc ça, c'est vraiment du grand délire. Et ça représente exactement tout ce qui va pas à Monaco, quoi. Je suis étonné que personne de ses coéquipiers ou le président ne les recadrait, quoi, parce que moi, si j'étais président ou DS ou entraîneur, ça passerait pas, quoi. Faut arrêter les conneries à un moment donné, quoi. Et nous voici arrivés sur la partie que tu attendais. On va faire une petite comparaison rapide avec l'effectif de 2017. Et on va se rendre compte que cet effectif avait plus de mental, avait plus de grinta. Ça, c'est la compo d'équipe que j'ai mis là. C'est la demi-finale de la Champions 2017 contre la Juve. Et je ne sais plus si c'est aller ou retour, enfin peu importe. Falcao devant. Déjà, Falcao devant, tu sais, c'est El Tigre colombiano. Il va se battre sur tous les ballons. Joueur costaud, joueur aérien, il va y aller. Il va se battre sur n'importe quel ballon. Il est très chiant. Il est très très chiant à marquer. Au milieu de terrain, Bakayoko, c'est pareil. Bakayoko, il était prime, là, c'était costaud. Moutinho, Bernardo Silva, c'était des leaders plus techniques, on va dire. Quoique Moutinho, encore, c'était un... Dans mon souvenir, il parlait beaucoup aussi, quoi. Des joueurs qui viennent de Serie A. Alors, pas les joueurs les plus reluisants. Radji avec sa tête de tueur, l'arrière chauve italien, c'est pareil. C'est des mecs qui allaient au combat. Et Camille Glick, qui venait du Torino, l'international polonais, c'est pareil. Bon, lui, des fois, il prenait des rouges, mais lui, tu savais qu'il allait y aller. C'était des leaders, c'était des mecs qui mettaient des coups un peu à l'ancienne. C'est pas toujours bien, mais c'est des profils un peu comme ça qui te manquent à Monaco. Hein. Demandez aux supporters s'ils préfèrent Glick ou Kerrer. Le choix va être vite fait. N'oublie pas de t'abonner. Dis-moi ce que tu penses de cette équipe de Monaco cette année. Est-ce qu'elle te déçoit? Est-ce que tu penses qu'elle va finir top 3? Est-ce que tu penses qu'elle va être dans les 24 en Ligue des Champions? On va parler un peu des défenses. De la défense de Monaco qui est assez inquiétante. Hein. Ils ont pris 4 buts contre Lens. Ils en ont pris 3 contre Nantes. Il faudrait que Zakaria revienne pour stabiliser tout ça en tant que 6. J'aimerais bien voir l'association Zakaria-Pogba. Ça peut être intéressant, encore une fois, sur Pogba. Laissez-le, on le jugera après. Laissez-le reprendre ses marques. Voilà, comme je disais aussi, il y a un gros souci dans cette équipe, c'est la défense. Tu prends trop de buts. Je suis désolé, moi, Radetski, les gardiens de Monaco, je les sens pas. Le dénommé Kerrer. Alors, avant que je fasse des podcasts, Kerrer, même quand il était au PSG, déjà, je l'ai jamais trouvé terrible, moi. Je sais pas ce que tous les entraîneurs lui trouvent à ce gars, mais pour moi, c'est une fausse bonne idée. Hein. Il a joué à Schalke, il a joué au PSG, il a joué à Monaco, mais je lui ai jamais trouvé des qualités exceptionnelles, quoi. C'est un défenseur moyen plus, mais pour jouer dans un Monaco ambitieux, c'est pas suffisant. Monaco doit recruter pour moi, là. Bon, Salisu contre le PSG, il a fait un bon match.
Après, il fait pas une saison exceptionnelle. Encore une fois, il est irrégulier aussi. Mais au moins, il a parlé, Salissou, dans la presse, mais contre le PSG, il était là, il a fait un très bon match. Donc, peut-être que Monaco devrait recruter un central pour l'associer avec Salissou. Parce qu'après, les latéraux, Vanderson, Caio Henrique, c'est quand même pas mal. C'est très offensif, mais c'est des bons joueurs. Ouattara, très décevant de ce que j'ai vu de Ouattara cette année. Donc vous voyez que la défense monégasque, elle n'est pas encore... Puis là, elle doit s'adapter au nouveau système de jeu de Pocognoli. Donc c'est pareil, on va attendre qu'il recrute et on va attendre la fin du premier tour de Champions League pour voir comment ça se goupille. Après, Monaco devrait quand même recruter un chef de défense. Puis peut-être aussi se pencher sur le cas du gardien. Voilà. Est-ce que vous pensez que cette équipe va se qualifier en Ligue des Champions? Dites-moi ce que vous en pensez. Quel mercato vous feriez, les supporters de Monaco? Et si vous êtes d'accord ou pas avec moi, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux podcasts de foot. Salut à tous, bye!